Vous pouvez rentrer, on vous accueille sur l'espace conférence. Très belle table ronde pour débuter. Notre 3 jours de conférence, un sujet qui touche directement les torréfacteurs, la croissance d'une torréfaction, comment gérer les effets de volume sans impacter la qualité. Un sujet qui va déboucher sur un podcast. Cette année, nous enregistrons toutes nos sessions et vous aurez les liens après, on aura des podcasts. Donc, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Je passe la main à Marco De Souza qui va animer cette table ronde. Marco, je te souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous nos intervenants et je te laisse la main. Merci Marie-Hélène, mais voilà, c'est le micro de Guillaume. L'idée, oui, c'est ce thème, c'est de comment voir l'évolution des volumes. Fatalement, c'est très séduisant, on a très envie de gagner en volume puisque ça va nous permettre de faire des nouveaux investissements, de faire propager un petit peu notre vision du café. Donc fatalement, on a tous ce désir-là. Mais il y a un contre-coup à la médaille, c'est le temps. Potentiellement, les risques qu'on peut prendre, des machines à changer, et on va essayer de balayer un petit peu tout ce sujet-là, tout ce vaste sujet. Pour ça, on a 3 super torréfacteurs, torréfactrices de 3 grandes torréfactions différentes. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes, ça sera quand même beaucoup plus simple. À commencer par Anne. Ah, pas de son. Les aléas du direct. Alors on va peut-être commencer, si quelqu'un peut lui prêter, voilà. Merci pour la parole. Alors moi je suis Anne Caron, je suis torréfactrice à Saclay. À l'origine notre brûlerie était à Nanterre, nous avons ensuite déménagé à Châtillon et ensuite à Saclay. Et au fur et à mesure, bien sûr c'était pour répondre à cette croissance, cette fameuse croissance. Et les locaux devenaient, à la fois les locaux devenaient étroits, mais aussi notre capacité de production n'était pas suffisante, donc il a fallu déménager. En effet, c'est des problèmes qu'on va rencontrer régulièrement. Les paliers aussi, on en parlera. Guillaume ? Bonjour, donc moi c'est Guillaume, je suis responsable de la torréfaction pour Café Gonéo en région lyonnaise. Et pareil, fraîchement débarqué dans les locaux à Saint-Priest, plus grand, plus ergonomique, pour gérer au mieux cette croissance. Voilà. Jonathan ? Bonjour, donc moi c'est Jonathan, je suis responsable torréfaction chez Fève et fondateur de Fève. Aujourd'hui chez Fève on a notre 5e déménagement, on va faire le 6e bientôt si tout se passe bien. Et pareil, on grandit trop vite. Alors, grandir trop vite, c'est ce qu'on peut appeler les problèmes de riches un peu dans cette équation-là. Mais en effet, c'est problème de riches, mais problème quand même. Et on va un petit peu voir ça tout au long de cette conférence. Moi, je me présente aussi, donc Marco De Souza Rosa. Je suis le torréfacteur en chef pour Maxi Coffee, donc plusieurs marques. Et on a aussi vécu beaucoup de changements. On a grandi très vite, trop vite parfois. Et ça me tenait aussi à cœur de justement traiter ce sujet-là. Et on a 3 torréfactions de taille très différentes. Je ne sais pas si vous pouvez donner à peu près vos volumes respectifs. Alors nous, on est à peu près sur 500 tonnes de café. 500 tonnes. Nous, on est à 86 tonnes annuelles environ. Nous, annuels, on est à environ 25 tonnes. 25 tonnes. Fatalement, on commence tous à partir de zéro. Et c'est l'évolution, l'histoire qui fait qu'on peut grandir avec des opportunités. Et le savoir-faire, les savoir-faire, parce que ce n'est pas qu'un savoir-faire. Il ne s'agit pas juste d'être torréfacteur. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on va voir sur cette conférence. Alors moi j'ai une première question pour vous et je vais vous inviter à répondre si vous vous sentez confortable avec la question. Je ne force à rien, bien évidemment, à chaque fois. Pour vous, c'est quoi les plus grands risques liés justement à ce sujet? C'est-à-dire l'évolution du volume et la qualité. Qu'est-ce que vous avez, vous, identifié comme les plus grands risques? Alors, pour moi, les plus gros risques, en fait, à partir du moment où on fait le métier de torréfacteur, le premier enjeu, c'est d'avoir du succès, c'est d'avoir des clients. Et naturellement, quand on fait bien notre travail, le succès arrive. C'est être calé par rapport à un produit, une qualité et aussi des valeurs.
Donc je dirais que le plus gros enjeu, c'est effectivement technique, puisqu'il y a cet aspect humain de la torréfaction, il y a l'aspect technique et la capacité de production, la capacité des locaux, mais il y a aussi les valeurs. Et je dirais que le plus gros danger, c'est que quand on prend des volumes, peut-être qu'on a encore plus de doutes, puisqu'on a encore plus de clients avec des typologies qui sont différentes, c'est de perdre ces valeurs. Donc à un moment, il faut bien s'inscrire dans ce pourquoi on est torréfacteur, ce qu'on a choisi de faire, et toujours repenser à ces valeurs et les valeurs qu'on met dans son café. À partir du moment où on s'éloigne de ces valeurs, on perd tout. Je suis assez d'accord. En effet, on peut très vite, par l'appât du gain, entre guillemets, perdre un petit peu de vue aussi ces valeurs. L'appât du gain ou la peur de perdre des clients, c'est un peu les deux. On est toujours pour exister une société, elle doit quand même faire du profit. Oui, surtout une société en croissance. Donc on est aussi sur un fil tendu. Donc la tentation peut être grande de faire des sacrifices. Donc il faut faire quand même très attention à ça. On sait très bien que la vie économique d'une société, elle n'est pas considérée que de haut. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir remonter. Il y a des périodes de motivation, de démotivation. Donc tout ça, ça fait partie de la vie du chef d'entreprise. Et quand on prend de la croissance, c'est aussi la vie de vos équipes. Exactement. Donc savoir emporter les gens, leur donner une vision et surtout rester dans ses valeurs, pour moi, c'est primordial. Merci Anne. Pour moi, je rejoins totalement Anne. Sur l'identité de la marque, la valeur qu'on a souhaité lui donner. Mais je voudrais parler un peu plus de la qualité, car trouver des petits cafés pour un petit torréfacteur, c'est assez simple. Mais dès qu'on grandit, trouver 5 palettes du même café, d'une qualité intéressante, qui a à voir avec nos valeurs, généralement mes collègues ils sont passés avant moi. Donc c'est très compliqué. Donc pour moi c'est le vrai enjeu, c'est de trouver la quantité de qualité pour continuer à travailler sur les valeurs et continuer à garder ses clients qui peuvent, dû au fait qu'on grossit trop vite, aller voir ailleurs parce que la qualité n'est plus présente. Et ben moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que justement je trouve que c'est effectivement là toute la problématique d'arriver à rester dans le cahier des charges en fait de ce que les valeurs de l'entreprise ont mis en place, le type de clientèle et quelle vision en fait artisanale tu vas proposer à tes clients. Et je trouve que le plus grand risque c'est l'effet de tunnelisation où en fait on a tendance à s'engouffrer dans des problématiques avec l'expansion. Et le plus important, du coup, c'est de savoir quel est le cahier des charges de base, c'est quoi les valeurs qu'on veut transmettre, quel type de café on achète, pour quel type de client, quelle café-culture on veut soutenir. Et en fait, après, il faut trouver la cohérence en fonction des récoltes, en fonction du profil de tasse, en fonction du volume en fait, qui va évoluer. Et le plus important, c'est toujours de garder en tête quel est le cahier des charges, d'où on part, où est-ce qu'on veut aller, et de le suivre. Et donc des fois, c'est bien de stopper un petit peu tout, de prendre un peu de hauteur, d'aller voir des confrères. Je me rappelle aller visiter les locaux de Marco et de voir un peu son organisation, sa façon de travailler. Ça permet aussi de pouvoir relativiser et de voir en fait qu'il y a une marche à passer qui est difficile, qu'on ne voit pas parce qu'on est dans cet effet de tunnel. Et ensuite de pouvoir évoluer là-dessus et garantir encore ce cahier des charges qui permet de ne pas se perdre dans le gouffre de l'expansion de l'entreprise, quoi. Merci pour tous vos avis. C'est vraiment, en fait, ça se rejoint quand même c'est plutôt cohérent. Hein. En même temps, on a tous la même passion qui nous anime. Finalement, c'est de délivrer le bon café au bon client. Essayer de pas trop d'être plutôt intransigeant sur la qualité, mais rester tout de même souple, parce que des fois, il y a des périodes compliquées, notamment en ce moment, sur des périodes compliquées d'achat café, où on est tous dans une étape assez difficile, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi cette partie technique dans la gestion, on parle de qualité. Moi, j'aimerais vous emmener sur un registre qualité un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les talks comme ça. Pas que le café. Ok, il y a la qualité du café, c'est important, mais il y a plus que ça. Pour ça, j'aimerais qu'on parle aussi de comment on va gérer, pour commencer, les périodes hautes, type période de fête par exemple. Période de fête, souvent, je vous parlais juste de moi, mon expérience à l'époque, quand on était sur des points de saturation, des paliers comme je les appelle, on avait pas trop le choix
c'est-à-dire que les ressources sont toutes à la production, et du coup, il n'y a plus personne pour la qualité, ou en tout cas, on le fait de manière service minimum. On n'est pas sur une amélioration continue. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on rencontre tous à un moment donné, ce moment où il faut faire un choix entre livrer le client en gardant une qualité minimale, qu'on estime minimale à ce moment-là, ou faire en sorte de faire grandir sa torréfaction d'un point de vue qualitatif aussi. Pour vous, quelles sont les vraies périodes denses, je dirais, et qu'est-ce que vous avez comme anecdote éventuellement à ce sujet-là? Alors, je vais prendre la parole en premier. Je pense que c'est un peu différent de mes collègues sur ce point-là. Nous, chez FEV, on travaille qu'avec les professionnels. Donc, la période de décembre, c'est pas quelque chose d'important, par exemple, chez nous. Par contre, la vraie période haute, c'est la rentrée. C'est en ce moment même. Donc là, le mois d'août, en fait, nous, les équipes, elles partent pas en vacances au mois d'août. Parce qu'il y a vraiment le contrôle qualité. On revérifie toute la qualité de tous nos cafés pour bien être certain qu'on n'aura pas de problème. Ça va même plus loin. On contacte tous nos fournisseurs, on refait tous les inventaires pour voir qu'il n'y ait pas de soucis. Là, encore hier, j'étais au téléphone avec mes cyclistes pour savoir s'il n'y avait pas de problème de leur côté, s'il n'y avait pas d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, parce qu'on livre tout le temps les vélos. Il y a une vraie, avant les périodes de rush, qui est chez nous en septembre, il y a les inventaires, on contacte tout le monde, que tout le monde soit carré pour qu'il n'y ait pas de problème. Cette semaine, par exemple, je crois que par rapport à juin, on a triplé le volume de café qui est parti. Voilà. C'est-à-dire que d'habitude, on est à 500 kg. Aujourd'hui, on a presque fait partir 1200 kg cette semaine, avec la rentrée. Voilà. Donc ça a été vraiment une vraie période. Et là, pendant 2-3 semaines, ça va être une période dure où, malheureusement, le contrôle qualité, on est un peu obligé de le faire en amont. On n'a pas le temps de le faire le jour au quotidien, parce qu'il faut savoir que moi, chez FEV, je suis tout seul à la production, à l'emballage, aux commandes, je fais tout seul. On est 4, mais je suis tout seul dans l'atelier. C'est très rare qu'on soit tous en même temps pour contrôler la qualité. On le fait tous un peu chacun de notre côté quand on a le temps, mais vraiment avant les périodes de rush, on l'a fait tous ensemble, tous les 4, autour de la table, pour qu'il n'y ait aucun problème, qu'on ne doive pas laisser le client pendant ces périodes-là. Donc toi, tu mises sur du préventif, beaucoup de préventif, de la mise en place et une calibration avec tes coéquipiers pour que vous puissiez quand même vous retrouver à déguster séparément et quand même comprendre ce que vous faites. Voilà. Si je synthétise. Totalement ça. C'est totalement ça. Alors moi, les périodes cauchemardesques telles que tu les évoques, j'en ai vécu plusieurs, mais c'est surtout à un moment très particulier. C'est quand on arrive à saturation sur le torréfacteur à laquelle on est, où on commence à élargir les plages. Alors au début, on tarifie sur des plages de 7 heures. Après, on agrandit ces plages. Après, sur des périodes de pleine charge, on peut torréfier le samedi. Et d'un seul coup, la chose qu'on redoute le plus, c'est la panne du torréfacteur. Et là, je pense que je peux parler à des gens qui ont vécu ce genre de choses. Dans la montée en charge, en fait, il y a quelque chose qui peut tout changer. C'est la qualité du partenariat que vous avez avec vos fournisseurs. Que ce soit les fournisseurs de café, que ce soit les gens de la technique qui vont être capables de vous dépanner. Alors quand je dis dépanner, c'est aussi trouver des solutions. C'est quand votre ensacheuse est en panne, quand votre torréfacteur, il y a eu un départ de feu, il faut complètement le nettoyer. Eh ben, il va vous trouver des solutions, intervenir le plus vite possible. Vous trouvez des collègues ou des confrères qui pourront torréfier le café. Et effectivement, pour moi, c'est le plus complexe. Moi, j'ai changé 4 fois de torréfacteur, mais à chaque fois, à la fin du cycle, on était vraiment à saturation. Il fallait vraiment changer pour ses limites de production. Donc, avoir un réseau autour et avoir des partenaires fiables avec qui vous avez vraiment établi ce climat de confiance et ce partenariat, c'est essentiel. Et c'est là qu'on voit la différence, en fait. Oui. Et pour revenir sur les sujets de qualité, effectivement, on arrive aussi dans un monde où on peut se faire beaucoup aider par tout ce qui est traçabilité, et notamment traçabilité par les courbes, pour avoir un impact maximum des contrôles, mais surtout travailler en préventif et savoir... Parce que quand on a cette croissance, il y a un moment où on gère le faire. C'est-à-dire on ne fait plus soi-même. Donc il faut savoir faire aux gens. Et c'est peut-être ça qu'il faut apprendre à faire et qui est le plus complexe.
toujours difficile de déléguer, surtout quand il s'agit de savoir-faire, d'apprendre. On peut être un très bon professionnel, mais un mauvais pédagogue aussi. Et on a tous vécu ça, avoir des gens qui ont un superbe savoir-faire, mais qui n'arrivent pas à le transmettre correctement. C'est un vrai savoir-faire et ça se développe. La mise en place de process, de protocoles. Mais ce que je retiens surtout de ce que tu viens de dire, c'est le réseau. Le maintenir. Alors, le réseau, c'est justement avoir ses contacts, maintenir un bon contact avec ses fournisseurs, avec ses confrères aussi qui peuvent solutionner. J'ai souvenir moi j'ai toujours un stock de pièces détachées parce que j'ai vécu quelques traumatismes de type panne quand il ne faut pas. Parce qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus l'échelle de temps, en effet, la maintenance en prend un coup. Et il y a un moment aussi où le temps n'est pas extensible. C'est-à-dire que quand on fait 7 sur 7, on ne peut pas rajouter un jour. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut trouver des solutions. Et en effet, on peut éventuellement aller chez des façonniers, entre guillemets, de café. Il y a plein de solutions qui existent. Souvenez-vous d'une chose, moi ça m'est arrivé de dépanner des confrères qui avaient ce type de problème. Et je sais qu'un jour, je pourrais compter sur eux. Ouais. Il y a de la bienveillance dans le métier qu'il faut continuer à garder. Il y a eu une petite anecdote personnelle. Quand j'ai commencé dans la torréfaction, j'ai trouvé un milieu assez fermé au début, avec beaucoup de chasse gardée, de c'est ma torréfaction, c'est mes recettes, c'est mes machines, tu ne verras pas mes techniques, etc. Et petit à petit, avec des gens comme Anne, comme Guillaume, comme Jonathan, en fait, il y a eu des vrais échanges qui se sont faits, qui ont traversé les générations. Donc, comme quoi, ce n'était pas un modèle unique, il pouvait aussi avoir un modèle d'échange, de conseils, où on se passe aussi les bonnes adresses, que ce soit des fournisseurs de packaging aussi, de café bien sûr, mais pas que, parce que fatalement, il faut bien mettre le café quelque part, dans quelque chose. Et il y a aussi des points techniques là-dessus. Guillaume ? Oui, effectivement, du coup, je repense à ce traumatisme de la casse-machine en période de fête, mais je rejoins Jonathan sur un point. Je trouve que ces 10 dernières années, en tout cas pour moi, on n'a pas ce rush de période de fête. C'est beaucoup plus lissé. Et en fait, on a des activités, par exemple, moi je suis surpris de voir l'activité l'été, où au final on a une très grosse activité en tant que torréfacteur. Et encore une fois, quand on est entre deux étapes, on a tendance à voir toutes ces étapes, le contrôle qualité, les révisions des machines, le ramonage, toutes ces choses-là, comme des choses qui vont prendre du temps sur la capacité de production, parce qu'on est passé avec un système de 2.8 où on est vraiment à flux tendu total. Alors qu'au final, en fait, c'est une mise en place et c'est une planification qui fait que si on entretient les machines, si on se fixe cette discipline de dire tous les vendredis matins, je démonte, je nettoie, je répare, en fait, ça permet de visualiser et d'anticiper une éventuelle panne, de programmer une éventuelle révision, de prendre contact avec un éventuel confrère en disant là, je m'en sors plus, je suis à flux tendu tout le temps. Et ça permet de voir une organisation différente, de voir une entraide de confrères qui vont pouvoir conseiller en disant non, mais prendre la hauteur et visualise d'autres portes de sortie. Et ça permet en fait d'éviter tous ces problèmes. Donc il faut étaler, et notamment tout ce qui va être pièces détachées, révision, formation du personnel. Si on a par exemple des techniciens machines, ils peuvent être plus ou moins formés pour être capables de pouvoir résoudre certaines pannes. Encore une fois, ça permet après aussi de pouvoir déléguer et d'avoir des ressources en interne, des personnes qui sont capables de pouvoir prendre à leur charge certaines problématiques. Et en fait, on produit mieux, on produit plus régulièrement, et c'est pas une histoire de motivation, mais de discipline. On est toujours très content de faire des contrôles qualité, on est toujours très content de découvrir des nouvelles récoltes, d'entreprendre notre travail. Mais si on se met une discipline, par exemple, contrôle qualité, tout le monde passe en mode avion sur le téléphone et la torréfaction peut brûler, on s'en fiche, c'est le contrôle qualité. Ça permet d'être vraiment régulier et de ne pas avoir des problématiques type « Ah, j'ai un problème qualité, sauf que le café torréfié vient de passer sur la ligne d'emballage, il faut que je récupère les paquets, etc. etc. » Donc c'est ça qui permet, je trouve, de ne pas courir dans tous les sens, de se donner une discipline et de se permettre en fait de planifier tout ça en fait. Voilà. Ce que j'entends aussi moi à travers vos discours, c'est ces éléments de délégués, de staff, de faire progresser le staff. Au début, on est tout seul. Totalement. On est tout seul et en fait, on est couteau suisse.
Et il faut apprendre aussi, et ça c'est pas facile, d'apprendre à se spécialiser. En tout cas, à être un peu moins couteau suisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher prise et déléguer de la maintenance, par exemple. Quand on connaît sa machine par cœur, parce qu'on l'a démontée à peu près 200 fois, on peut être un peu réticent parce qu'on sait déjà quelle panne ça va aller. Et tout seul, on se dit, c'est bon, en 2 minutes, ça sera peut-être mieux fait et plus vite. Sauf que c'est pas comme ça qu'on apprend aux gens. Et notamment sur la maintenance, c'est un très gros sujet, puisque la maintenance, il y a une différence entre faire de la maintenance et bricoler. Et souvent, en tout cas, encore une fois, je parle pour ma part, mais je pense qu'on a plein de petits torréfacteurs qui bricolent, pas parce qu'ils ont envie ou parce que voilà, c'est une nécessité. En fait, il n'y a pas les budgets, il n'y a pas les moyens. Et du coup, il faut apprendre par soi-même, ce qui est plutôt intéressant, parce que ça permet aussi de grandir et de mieux comprendre l'architecture de sa machine. Et ça a une petite importance quand même dans notre métier de torréfacteur, d'avoir cette notion technique. Comme un barista qui doit connaître comment fonctionne une machine à café, et ben c'est exactement la même chose. Donc ça permet d'avancer là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rebondir sur ce sujet ? Moi, je dirais, pour compléter ce que tu dis, au bout d'un moment, ton job, c'est de faire grandir les gens. Oui. Sinon, tu ne fais pas ton boulot. Donc ton métier, c'est presque plus de torréfier, mais c'est de faire grandir les gens pour qu'ils torréfient comme toi tu le veux. Et garder la vision. Moi, parfois, je me vois aussi comme ça, comme le gardien de la vision du café, en tout cas la vision de la marque ou des marques, pour rester en cohérence. J'ai eu quelques exemples en tête de torréfacteurs, de grands torréfacteurs, qui ont changé de torréfacteur, d'humain, de la personne qui va torréfier, faire les profils, mais qui du coup a changé de touche, d'approche, de signature. Bah, fatalement, le client, le consommateur, il est habitué à avoir un style sur lequel il s'est habitué, lequel il apprécie et qui va du coup recommander parce qu'il sait que c'est une valeur sûre. Et d'un coup, bah, ça change. Finalement, quand on a quelqu'un qui est garant, qui est gardien, ça permet de garder finalement la ligne guide, la vision en tout cas qu'on a pour notre approche de la torréfaction. Guillaume ? Oui, justement, par rapport à ça, quand on grandit, on va aussi avoir une multitude d'outils qui vont s'enchaîner, soit parce qu'il faut les remplacer parce qu'on a un petit peu abusé sur l'utilisation de la machine, soit parce qu'on passe sur des modèles plus grands. Et donc, bah, vous le savez, c'est pas forcément la même thermodynamie, c'est pas les mêmes sondes, tout n'est pas décrypté de la même façon. Et donc, le plus important, encore une fois, ça reste d'avoir un cahier des charges, donc d'où on part, quel profil de tasse. Et si on se base là-dessus, en fait, on est capable de pouvoir contourner ces modifications techniques, de pouvoir déléguer quand on va former d'autres torréfacteurs parce qu'on va grandir, comme un chef cuisinier en fait qui va apprendre à ses brigades à appliquer le cahier des charges de la maison. Et même au sein même de l'organisation, quand on a l'échantillonneur, la machine de R&D, la machine de production, etc., et ben, des fois, c'est pas exactement le même mode de fonctionnement. Et donc, il faut trouver la triangulation qui permet de dire voilà le cahier des charges qui doit passer d'une étape à l'autre. Et donc, ça passe par encore une fois, l'appréciation de la tasse et pas par comment on appelle ça en fait, la gestuelle de la machine qui devient une sorte de rituel, en fait. On doit dépasser ça, quoi. Je suis assez d'accord. J'aimerais vous emmener sur un autre sujet. On va parler café, mais on va rester dans l'univers du café pour être plus exact. On va parler des goulots d'étranglement. Moi, j'en connais un, qui est certainement celui qu'on a tous. Parce que tu as parlé de la capacité du torréfacteur, mais juste après le torréfacteur, il y en a un, c'est le packaging. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a plusieurs technologies qui existent. Donc on peut commencer, et en général, on commence tous fatalement avec du préformé. Donc on va remplir manuellement. Après, il y a plusieurs machines qui vont arriver. Mais comment vous gérez et comment vous arrivez à identifier le moment où il faut investir sur soit de la nouvelle machine, soit du personnel? Parce qu'il y a des moments où on peut faire un choix de... Il y a deux solutions. Soit on met plus de monde, soit on automatise ou on met d'autres machines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, avec le même matériel, il y a des paliers qu'on peut pas avancer. Il y a des paliers qu'on ne pourra pas dépasser parce qu'on est arrivé à la capacité technique max de la machine et on aura beau mettre 200 personnes, ça ne fera pas avancer plus vite. Anne ? Je crois que c'est un cauchemar en fait. Moi, je me souviens très bien de notre première rencontre, Marco, et vous veniez juste d'investir sur une machine, oui. Et la machine
les bobines que vous aviez prises pour la machine, ça ne marchait pas en fait. Donc c'est pas seulement l'investissement sur les machines, sur les hommes, c'est quelle est la stratégie d'emballage, quoi. Parce que de toute façon, ce café, il y a un moment, il faut bien qu'il soit emballé. Et effectivement, quel format ? Est-ce que je fais tous les formats ? Est-ce que je fais tous les formats pour tout ? Est-ce que j'automatise tout ? Est-ce que j'automatise partiellement ? Est-ce que je fais des passe-partout ? Est-ce que je colle des étiquettes ? Est-ce que j'utilise le tampon encreur ? Toutes ces questions, c'est cauchemardesque en fait. Et franchement, même aujourd'hui, je me pose encore des questions. Donc peut-être que la meilleure solution, c'est d'aller voir les autres. Parce que, en plus, le coût d'investissement d'une machine coûte presque le prix d'un torréfacteur. Donc, alors ça fait gagner, du temps, effectivement, mais c'est un investissement qui est très lourd. Et au-delà de ça, ça tombe en panne. C'est très susceptible, ces petites machines-là. Et c'est extrêmement technique. C'est extrêmement technique. Donc, quand on arrive sur ces typologies de machines, en fait, on est sur des automates. C'est complexe à gérer, c'est beaucoup plus complexe qu'un torréfacteur. Donc, il y a le savoir-faire derrière. Donc, je dirais que la complexité, elle est multiple. Il faut d'abord identifier ce que je veux faire, là où je veux aller. Et dresser des scénarios. Ou des scénarii. Hein. C'est comme les spaghettos et les spaghettis, il faut le conjuguer en italien. Hein. Donc il faut dresser des scénarios pour pouvoir faire les meilleurs choix. Chaque scénario a un coût matériel, un coût d'investissement et un coût humain. Et où ce scénario peut m'emmener ? Est-ce qu'il peut m'emmener loin en fonction de ma stratégie ? Parce que je vais grandir, mais je vais faire quoi ? Peut-être que je vais faire plutôt du kilogramme. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une machine qui fait du 4 coins soudés si je fais du kilogramme ? Donc toutes ces questions, il faut que vous les posiez. C'est où je vais ? Quels sont les volumes ? Tous les volumes ne vont pas prendre de la même façon. Et voilà. Et moi, je pense que l'une des questions les plus compliquées aussi, c'est comment identifier un café individuel. Donc j'ai un passe-partout. Est-ce que je colle une étiquette ? Est-ce que j'utilise le tampon encreur ? Ça aussi, c'est extrêmement complexe. J'ai pas de réponse en fait. Voilà. C'est énormément lié aussi au final à l'image de marque qu'on va avoir. Et on va en parler après, ce sera un autre sujet. Mais en effet, l'image de marque est entachée, puisque si on passe d'un superbe paquet préformé avec une belle étiquette à un format soudure centrale avec, en 3 soudures avec juste soit entièrement déjà imprimé ou encore avec une transfert thermique en dernier moment, ça ne donne pas le même effet. Donc il y a l'image de marque qui est impactée. Jonathan, je te sens... Ouais, bah, c'est marrant parce que moi, il y a 2 semaines, j'ai reçu ma première ensasseuse. C'est-à-dire que je mettais à la main 2,5 tonnes par mois, tout seul. Là, j'ai reçu la première ensasseuse. Bon, super content. Hein. J'ai gagné 2 heures de sommeil. Mais on a déjà le premier problème. Un client qui m'a appelé en me disant « Ah ouais, mais les sacs, ils sont plus emballés pareil. » Et tout ça, on y avait réfléchi en amont, mais on n'avait pas réfléchi qu'il fallait qu'on passe l'ancien stock de café, l'ancien stock de sacs, pardon. Et donc, on est déjà en train de repasser les nouveaux sacs, alors qu'à la base, on devait passer 3000 sacs d'anciens sacs. Mais en fin de compte, on va les mettre de côté. En fait, il y a plein de petites choses. Je rejoins totalement Anne quand elle parle de stratégie. Il faut tout étudier pour ne pas faire d'erreur et pas investir mal son argent. Une petite société, pour moi, il faut savoir que moi aussi, CFEF, je tiens la trésorerie, je fais la comptabilité. Et la question de Marco, elle m'avait fait rire au premier abord. Comment savez-vous ? Moi, je lui ai répondu comment on peut, surtout. Parce que financièrement, prendre une ensasseuse, ça coûte 4 000, 5 000 euros. On n'a pas toujours les moyens de le faire et pourtant, on a un énorme besoin. Et c'est vraiment... On n'en a pas trop parlé, on l'a touché du doigt, mais la trésorerie, l'argent, c'est ultra important aujourd'hui pour pouvoir améliorer les machines aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de palier. En fait, le palier, c'est notamment la trésorerie. C'est-à-dire qu'il faut dépasser un certain volume, donc une certaine rentrée, si on veut, pour arriver à une nouvelle vague d'investissement. Mais sauf qu'en fait, quand on arrive à la fin de la marche, les derniers centimètres, c'est les plus durs. Il va vraiment falloir bosser dur et on arrive à la limite en général des machines, etc. Si en plus on a fait un mauvais choix, qu'on s'est sous-dimensionné, c'est le cas pour les torréfacteurs, c'est le cas aussi pour les brasseurs quand ils n'ont pas acheté les bonnes cuves, par exemple, de fermentation, des choses comme ça. Si on n'a pas eu une stratégie globale, on va se prendre les pieds dans le tapis à un moment et on va devoir ramer encore plus fort que ce qu'on aurait dû
pour dépasser ce palier et enfin arriver à la vague d'investissement? Je vais reprendre la parole, Marco. Pour la petite histoire, nous, c'est FEV, on a commencé avec un torréfacteur 1,5 kg dans le garage de mon père. Pendant 3 ans, à la fin, on torréfiait 800 kg sur une machine de 1,5 kg. Pas mal. Voilà. J'étais attaché à la machine. On lui a même donné un petit nom. Ma femme était très jalouse. Mais on a tellement hésité à quel matériel prendre. Ça a pris des mois et des mois, par peur de se tromper. Je suis allé chez Marco. Je suis allé à Lille chez Café Mouda. Je suis allé voir tous mes confrères par les machines pour vraiment trouver le mieux, le plus approprié à moi. Je remercie encore Marco qui m'a convaincu de prendre plus gros que ce que j'avais pris. Parce qu'aujourd'hui, la machine, le Jinsun qu'on a de 15 kg, bah, on va devoir le changer 2 ans après. Il n'est plus assez gros. Alors qu'à la base, on s'était dit, on va prendre un 5 kg. Marco m'avait dit, t'es fou, je reprends tes mots. Je lui ai dit, oui, mais l'argent, il m'a dit, prends plus gros, tu vas devoir racheter dans 6 mois. Et aujourd'hui, comme disait Anne tout à l'heure, il faut vraiment s'aider de ses confrères qui grandissent, qui sont passés par là, pour pouvoir pas faire d'erreur. La stratégie est très importante. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. Et bien, je reprends la parole. Du coup, là, il y a plusieurs choses. C'est l'emballage, le torréfacteur et le dépôt. Souvent, par exemple, quand on déménage, c'est pareil. Si on déménage tout sec, c'est le même problème. Il faut avoir la place de l'évolution, parce que c'est comme pour un torréfacteur. En fait, bah, on va passer beaucoup d'heures dessus. Si la machine n'est pas ergonomique, si elle ne nous permet pas d'atteindre les objectifs, en fait, au moment où on doit passer le cap supérieur d'investissement, ben, en fait, on n'a pas l'argent. Du coup, il faut pouvoir prendre une machine qui est au-dessus de nos capacités au départ pour pouvoir profiter de cette expansion. Pareil pour la place au sol quand on est dans un dépôt, qu'on doit gérer l'emballage, le stockage café vert, le torréfacteur, etc. Et ça, c'est des paliers à passer. Mais pour pouvoir avoir cet investissement, il faut avoir tel chiffre d'affaires. Pour pouvoir l'avoir, il faut avoir la capacité de l'atteindre. Et donc, tout est lié, en fait. Et il faut trouver le bon timing pour arriver à passer ces marches. Et si on a la place au sol et si on a les ressources nécessaires pour pouvoir avoir les ressources humaines, moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est d'avoir dès le départ cet effet en Y sur l'emballage, où on va privilégier plusieurs machines spécifiques qui vont être déléguées à plusieurs personnes, qui vont permettre de ne pas avoir l'effet entonnoir. Quand on a tout qui est lié à une machine très polyvalente ou à une seule personne qui est très polyvalente, le problème c'est que le jour où cette personne est coincée ou le jour où cette machine est cassée, bah, tout s'arrête. Et le packaging, c'est ce qui va protéger tout le travail de qualité qui a été effectué en amont. Donc une panne de machine à emballer, c'est pas juste du packaging qui s'arrête, c'est la qualité du produit développé par l'entreprise qui est bloquée. Et ça, c'est très très important à solutionner. Et donc là, il y a les confrères, il y a ces problèmes qui permettent aussi de dire, bon, là, clairement, j'ai pas de solution, donc il faut que je visualise mon avenir différemment. Et c'est des petites surfroides à chaque fois à l'emballage. Hein. On a passé quelques heures. Hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la première chose que voit le client, c'est pas le café, c'est le paquet. Donc ça fait partie intégrante du produit qu'on revend en fait. Lorsque j'ai rencontré Guillaume, la première fois que j'ai visité Goneo, et on travaille ensemble en plus sur Maxi Coffee, tu as une contrainte en plus que les autres. Il y a un format alors je ne sais plus si tu le fais encore, mais que tu faisais en tout cas à l'époque, la canne. La boîte. Ah, la petite boîte, ouais. On a eu quelques conversations à ce sujet-là. Ouais. Si tu peux donner ton ressenti là-dessus. Plusieurs choses. C'est un produit qui, du coup, était très différenciant de ce qu'on pouvait trouver, qui était en plus assez éco-responsable, mais en place de stockage, c'est colossal, parce qu'il faut avoir toutes ces boîtes en amont. Le process de développement est extrêmement long, et en plus, nous, il était à l'époque dans plusieurs endroits différents du dépôt, donc il y avait une logistique de production qui était extrêmement longue. Et pour faire simple, en gros, je crois à l'époque c'était ça, je crois que 80 boîtes de 250 grammes prenaient autant de temps de travail que 600 kilos pour nous.
à développer. Donc du coup, c'était effectivement très 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 chronophage. Mais on avait un produit qui reflétait les valeurs de la société et un produit qui nous permettait de mettre en avant un petit peu notre savoir-faire. Et donc, c'est encore une fois, on revient sur l'image qu'on veut véhiculer. Par contre, c'est sûr qu'en termes de process de travail, de panne, de développement de produits, de trésorerie, de place au sol, c'est très contraignant. Donc, c'était peut-être pas la stratégie la plus fine qu'on ait pu développer, mais en tout cas, on est très content du produit qui est mis en place en termes d'image. Voilà. C'est là où il faut trouver la bonne combinaison, d'avoir la stratégie par rapport à la marque, puisque fatalement, certains packaging vont prendre plus de place au sol, ou en tout cas en rack, etc. On ne peut pas les plier, etc. Il y a des formats plus ou moins contraignants. Il faut que ça soit dans une stratégie globale pour pas que des équipes, en tout cas des parties des équipes, puissent subir ces changements-là. Ça peut être sur des packaging en préformé, ça peut être sur des étiquettes. Quelconque changement, il y a quelqu'un qui va devoir l'appliquer. Alors dans le cas de Jonathan, c'est lui-même, donc il est plutôt conscient de ce qu'il va faire, et s'il fait une erreur, c'est lui qui l'a subi directement. Mais quand on fait faire, si on fait une erreur, c'est pas nous qui la subissons au quotidien, et c'est encore... normalement, c'est pire, parce que du coup, on fait faire aux autres des choses qui sont pas logiques ou contraignantes. Donc c'est là où il faut veiller à ça. D'ailleurs, sur la partie un petit peu façon, est-ce que vous avez mis en place des éléments plus de sécurité, d'ergonomie? Tu parlais d'ergonomie tout à l'heure par rapport au torréfacteur. Justement, certaines logiques, certaines règles d'or dans l'étape de fabrication du café, donc de l'arrivée du café jusqu'à l'emballage. Est-ce que vous avez des petits tips ou mis en place des solutions ergonomiques ou de sécurité privilégiées pour les équipes? Je vais vous écouter. Alors, il y a des choses qui sont évidentes parce que, bien sûr, on pense toujours au poids du café, puisqu'un sac, ça fait entre 60 et 70 kilos. Donc, cette contrainte, elle est vraiment à prendre en charge, surtout quand on monte en puissance. Parce qu'au début, on porte peu, et puis notre temps de travail, il est fractionné, parce qu'on va passer de la torréfaction à l'emballage. Mais quand on commence à monter en puissance, quand on fait une broche, c'est plus 1,5 kg, c'est plus 5 kg. Ça va être 10 kg, 20 kg, 60 kg. 120 kg, 150 kg, et c'est plus le même port de charge. Donc l'ergonomie, elle est importante. Il y a des outils qui permettent de manutentionner. Il y a aussi une façon de travailler qui peut être un stockage en café vert. On décharge tout, après on stocke un café vert. Et il y a un aspect qu'on néglige souvent, c'est le bruit du torréfacteur. Et le bruit, il faut le prendre en compte. Alors, il faut savoir qu'on peut se faire accompagner notamment par la CRAMIF. Nous, on a notamment mené une étude sur l'ergonomie, sans forcément faire des investissements majeurs, mais simplement des petites rampes pour ne plus avoir à porter du tout les sacs, mais les faire glisser, des petites rampes d'accès. Et on a fait une étude sur le bruit. Donc, ils sont venus, ils ont mesuré le bruit qui se dégageait dans la torréfaction, et en mettant des éléments à quelques endroits clés, on a pu considérablement baisser le bruit dans la torréfaction. Donc, faites-vous accompagner. Il y a des ergonomes qui sont là pour ça. L'ergonomie, ce n'est pas seulement l'ergonomie du portage, c'est l'étude du poste de travail dans son ensemble, et la CRAMIF peut vous accompagner. Merci. Guillaume? Moi, clairement, ça a été la visite chez toi, Marco, qui m'a permis aussi d'imaginer ce que nous, on pouvait développer chez Café Gonéo. Et pour moi, il y a deux règles d'or. Il y a la marche en avant. Donc nous, on a en fait ce qu'on appelle le U. Donc en gros, le café vert arrive à un endroit, il passe le labo, la torréfaction, ensuite l'emballage, et après il repart en rack, et il repart dans les box commerciaux, et dans une autre porte qui permet aux commerciaux de partir de l'autre côté. Donc ça fait une sorte de U. Donc il n'y a aucun va-et-vient. Et ça peut paraître ridicule comme ça, mais des va-et-vient multipliés par je ne sais pas combien de fois par jour et par semaine, etc., ça a créé des problèmes de flux. Après, il y a aussi la gestion en fait, de la pesanteur. Donc, le poids lourd, en fait, nous, on utilise la pesanteur, donc tout descend. À aucun moment donné, on doit remonter un poids lourd. Donc ça nous a beaucoup aidé quand on a pu le faire, d'avoir un chariot élévateur pour manutentionner les sacs de café vert, les ouvrir et utiliser la pesanteur, en fait, et à aucun moment donné avoir besoin de soulever, même si on l'a fait pendant des années et que effectivement c'est usant, mais quand on peut le faire, ça peut aider. Et après, la protection du confort de travail, donc ça passe par des protections auditives
qui permettent de préserver les oreilles, des protections aussi au sol qui vont permettre de soulager les articulations pour des positions statiques, quand on torréfie en statique devant un torréfacteur par exemple. Et puis on a beaucoup travaillé aussi à améliorer la filtration des particules pour éviter pour avoir une atmosphère le plus sain possible. Et en fait, tout ça, c'est des temps d'arrêt qui bloquent la production, mais une fois qu'on les a résolus, on produit plus vite et on produit mieux. Donc au final, tout le monde est gagnant, quoi. Mais ça demande, encore une fois, le nerf de la guerre, de la trésorerie pour pouvoir mettre ça en place. Et en fait, tout dépend de la taille de l'entreprise et de son évolution, quoi. Je rejoins totalement ce que dit Guillaume. Moi, je suis ancien chocolatier pâtissier, donc la marche en avant, je l'ai appris dès que j'avais 13 ans. C'est quelque chose que j'ai appliqué tout de suite quand je suis arrivé dans l'atelier, le nouvel atelier qui à l'époque faisait 75 mètres carrés, qu'on a actuellement. On venait d'un 20 mètres carrés, donc c'était révolution. On a une vraie marche en avant. Aujourd'hui, Marco a visité il n'y a pas longtemps mon atelier, il y a 6 mois. Tu m'as dit, tu fais comment pour travailler? Si tu viendrais aujourd'hui, tu me dirais par où on rentre. Parce que, comme tu le disais, l'évolution, ça demande de l'argent. Des fois, le seuil est dur à passer. Là, on est actuellement en pleine. Normalement, on doit déménager prochainement. Mais on va quand même garder cet atelier-là pour continuer à produire. Et c'est vraiment très compliqué de tout lier. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un transpalette qui monte en haut, en bas, mais j'ai même pas la place pour le reculer. Parce que on grossit, on grandit, on prend des clients. Et des fois, on n'a juste pas le temps et pas l'argent pour pouvoir avoir de la place. Guillaume, on a parlé tout à l'heure rapidement. Tu as parlé de l'espace au sol, je vais parler juste du foncier globalement pour faire plus large, parce que ça peut être l'espace au sol ou la capacité d'extension d'un bâtiment. Je pense que Anne, tu es un peu plus dans ce cas de figure-là. C'est quelque chose qu'il faut quand même garder, c'est une sécurité, n'est-ce pas? Alors, l'extension d'un bâtiment, en fait, à partir du moment où on déménage, si c'est bien ta question, d'un seul coup, on a une bouffée d'air. Mais il faut prévoir le coup d'après, en fait. C'est ça. Parce que ça devient, en fait, on s'aperçoit que finalement, quand on est contraint de déménager, le temps de trouver des locaux. On est quand même particulièrement exigeant, hein, surtout quand on va y bosser souvent plus de 7 ou 8 heures par jour. On est un petit peu exigeant par rapport à la localisation, par rapport à l'environnement. On a des contraintes sur la torréfaction. Donc, cherchez tout le temps, parce que le temps de trouver ce dont vous avez besoin, je vais vous dire que c'est un petit peu complexe. Moi, à chaque fois, ça m'a pris au moins 5 ans pour trouver les bons locaux. Donc, quand on commence à se dire, là, ça va bientôt être trop petit, le temps qu'on déménage, c'est carrément trop petit. Donc, on arrive quand on a construit son besoin, c'était 5 ans avant. Donc, quand on arrive au jour J où on déménage, on est déjà dans des locaux qui paraissent plus grands, mais qui peuvent être vite petits. Donc, dès qu'on imagine, quand on a la chance de faire construire, il faut vraiment imaginer le step d'après. Et faites bien attention à la hauteur, parce que c'est toi qui le disais. Non, c'est toi qui le disais. La hauteur, c'est primordial, parce que tout vient du haut. Le café vert, on l'élève, il faut de la hauteur. Et souvent, quand on peut le faire, il ne faut pas hésiter à aller haut. Quand on fait du stockage, ça va être quand on a des paletiers, on va pouvoir aller chercher en hauteur. Et c'est vrai que moi, la torréfaction que j'ai construite il y a 3 ans, il me manque 50 cm de haut. 50 cm, c'est bête, mais 50 cm, ça me laissait beaucoup plus de liberté. Parce que quand on déverse le café, il faut les silos. En dessous, il faut la machine dans sa charge. Et puis, voilà, il y a toute cette surface qu'il faut prévoir aussi au sol pour pouvoir évoluer. Est-ce que je vais avoir besoin d'une machine supplémentaire ou pas? Faites des plans pour l'avenir. Ouais. Faites des scénarios, faites des stratégies. C'est jamais trop gros. Comme on disait tout à l'heure, je l'ai conseillé sur un torréfacteur 15 kg plutôt que 5. Le prix, oui, c'est plus cher. Mais en fait, le fait est de changer totalement le matériel beaucoup plus vite revient beaucoup plus cher. Donc, il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus long-termiste. Les 50 cm de haut, c'est une grosse différence puisque, alors, on peut quand même faire, sauf que ça demande plus d'investissement parce que plutôt que d'utiliser du gravitaire, ce qui est globalement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, gratuit, on va devoir utiliser des machines qui vont propulser, qui vont convoyer le café, etc. Donc, en effet, il faut être malin sur tous ces éléments-là. Et on dit souvent qui peut le plus peut le mieux, mais je me rappelle, il y a quelques années, je travaillais pour un torréfacteur en région toulousaine. On avait déménagé dans un dépôt plus grand qui nous paraissait immense, parce que l'entreprise en fait existait depuis très longtemps et n'avait jamais déménagé. Donc
On a tout déménagé, on n'avait pas installé les racks. On s'était dit on les installera plus tard. 15 jours après, plus personne ne pouvait bouger. Du coup, on a installé les racks, on a réussi à... Mais le dépôt était plein. Et quand on l'avait visité, pour nous, c'était colossal, c'était bien trop grand. Et en fait, l'expansion a fait que pendant le déménagement, l'entreprise a grandi et il nous manquait presque 20% après de place, quoi. Et voilà, il y a des choses comme ça où quand on installe des racks, on se dit on va acheter un nouveau chariot élévateur, ça va nous permettre de mieux gérer. En fait, on passe pas le chariot entre les racks, quoi. Alors qu'on avait prévu système d'expansion, donc c'est des petites anecdotes qui permettent après d'éviter les erreurs par la suite, quoi. Mais le coup de on arrive, c'est immense, ça sera jamais rempli, ça le fait à chaque fois et à la fin, l'histoire se finit toujours pareil, c'est toujours trop petit. Je pense à Anne, hein, tu confirmes? Je confirme. Est-ce que vous avez une petite anecdote là pour on arrive sur la fin, une petite anecdote justement d'une réussite, quelque chose où vous avez vraiment fait le bon pari, relevé le challenge et fait le bon pari? Je dirais toujours c'est la taille du torréfacteur. Hein. Ouais. À chaque fois, ça paraît... c'est changer de torréfacteur, pareil, c'est passer sur une taille, généralement on double. Hein. Je pense qu'à chaque fois, il faut doubler. Nous, on a fait 5 kg, 10 kg, 25 kg, 150 kg et là 240 kg. Eh ben, ça paraît trop grand au départ. Il faut vraiment apprivoiser la machine parce que quand on double, c'est tout le mindset. Hein, c'est qu'on ne torréfie pas du tout de la même façon. Il faut apprivoiser la nouvelle machine. Ça prend du temps. Mais ouais, on ne se trompe pas. On se trompe pas quand on voit plus grand. Je suis d'accord avec toi. Et pour un petit rappel, hein, on peut toujours mettre moins de café dans un torréfacteur. Par contre, en mettre plus que sa capacité, ça ne marche pas. Gardez ça en tête, ça peut vous servir. Guillaume? Moi, je dirais que c'est ouvrir le champ. C'est-à-dire que nous, on a recruté Felipe, qui est Q-grader, qui est torréfacteur, qui est aussi formateur barista chez nous. Et en fait, ouvrir la perception, ouvrir le cahier des charges à deux visions qui se complètent et permettre en fait d'avoir ce dialogue, permettre d'avoir un pivot qui est vraiment solide dans l'élaboration du travail. Je pense que c'est vraiment la clé d'être capable de trouver les bonnes personnes et de s'entourer des bonnes personnes pour permettre à terme de s'enlever un poids. Et ce côté couteau suisse et implication à outrance, elle a ses limites à un moment donné. Et c'est toujours mieux de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Et en fait, chaque personne va apporter aussi une petite pierre à l'édifice. Et ça permet des fois d'aller plus loin que ce qu'on avait prévu de base. Donc moi je trouve que c'est arriver à déléguer et à pouvoir aussi ouvrir le cahier des charges à d'autres personnes. Voilà. Donc moi pour la petite histoire, c'est FEV, donc on est 4. Et à la base, FEV c'est vraiment parti d'une soirée où on rigolait, si vous voyez ce que je veux dire. Où on s'est dit pourquoi pas faire ça. Et on a commencé avec 3 sacs de café. Et je me souviendrai tout le temps, il y a mon président qui est là-bas derrière. On était tout excités quand on a reçu les 3 sacs de café. Et après 6 sacs, après 8 sacs. Et aujourd'hui, on grandit en s'amusant. Mais, excusez-moi, j'ai perdu mon... Est-ce que tu es toujours excité quand tu reçois les sacs de café? Aujourd'hui, voilà, c'était ça le but. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excitation à recevoir le café. On est vraiment excité à autre chose, à goûter les cafés, mais plus à recevoir. Et on est même des fois un peu... C'est quoi le mot On est même frustré parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'en ai beaucoup parlé, le manque de place qui nous frustre. Parce que, pour la petite histoire, donc, quand on a emménagé il y a 2 ans dans le local, on faisait 800 kg au mois. 2 ans après, on fait 2,5 tonnes. Et on voit déjà les 3 tonnes, 3,5 tonnes, 4 tonnes arriver. Et en fait, il y a beaucoup de frustration à se dire on n'arrête pas d'investir, on n'arrête pas de réfléchir à demain. Quand est-ce qu'on arrivera au niveau de Anne Caron? Mais je croyais qu'elle était plus tranquille que ça. Mais voilà. Mais c'est vraiment... tous les jours, c'est un vrai défi de garder la qualité avec cette frustration-là. Bon, après, pour te rassurer, il y a un moment où ça arrive, il y a des paliers qui durent un peu plus longtemps.
on a le temps de profiter, on va dire, et de mettre en place d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que chaque palier, ça va être un nouveau challenge avec des solutions qui ne marchent plus. Mais il faut toujours garder ce côté un petit peu touche à tout, ça reste toujours utile. J'ajouterais une chose, c'est quand on a ce type de problème, c'est des bons problèmes. Voilà. Faut toujours l'avoir en tête. Quand on a géré risque, ce type de problématique, c'est des bons problèmes. Il y en a plein qui rêveraient d'avoir à gérer ça. Exactement. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à tous. Merci. Je serai sur le salon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, même nous voir, je pense. Voilà.